merci de venir écouter donc ce cycle séminaire à Systemix, dont la dernière, dans ce cycle, le dernier séminaire de l'année 2017 sera donc assuré par Daniel Ogo. J'ai le plaisir de recevoir Daniel Ogo d'INRIA sur un sujet d'actualité, un sujet autour des sujets de cryptographie et de blockchain. Daniel Ogo présentera ses activités de son équipe sans doute pour introduire, mais je voulais quand même vous tenir au courant, peut-être un peu en avance de phase d'une signature officielle, que des rapprochements entre Systemix, l'INRIA ainsi que Télécom Paris-Tech ont lieu en ce moment pour la constitution d'une équipe autour des sujets blockchain. Et évidemment, Daniel Ogo sera une des chevilles ouvrières de cette équipe. Et c'est un peu dans ce contexte du développement très important d'activités autour de ce sujet-là, de la blockchain, que nous avons un certain nombre d'actions, de projets et de ces actions amont avec nos partenaires académiques sur le sujet. Et Daniel Ogo en fait évidemment partie. Je vais lui passer la parole sans plus attendre. On a 1 heure, 1 heure et demie, enfin je ne sais pas combien de temps tu as prévu. On a autant de questions sans doute que vous pourrez en imaginer à lui poser. N'hésitez pas à intervenir sans doute en fin de séance pour poser vos questions. Daniel. Merci. Vous pouvez aussi intervenir pendant l'exposé, bien sûr. Je vais essayer de parler sans le micro. Je pense que ça devrait aller, sinon vous levez la main, je prendrai le micro si ça ne va pas. Donc je suis Daniel Ogo, je suis directeur de recherche à l'INRIA Saclay Île-de-France, qui est représenté ici brillamment par son directeur aussi. Je ne suis pas tout seul, Bertrand qui est là-bas. Et donc je suis responsable d'une équipe commune entre l'INRIA et l'École Polytechnique, étant donné que j'ai des chercheurs de l'École Polytechnique dans mon équipe. Donc c'est une équipe de cryptographie. Cryptographie au sens les mathématiques de la cryptographie. Donc c'est une équipe où nous faisons de la théorie des nombres, du chiffrement symétrique, du hachage, enfin, des choses comme ça. Et pas tellement ce qu'on va dire les couches hautes, très très hautes de ce qu'on peut faire avec la cryptographie. On est plutôt dans les fondements de la cryptographie. Bon, moi je m'intéresse depuis longtemps maintenant. 2012, au début c'était une curiosité, je m'intéressais à Bitcoin et petit à petit ça a pris de l'ampleur. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu des choses cryptographiques sur Bitcoin. Alors je vais faire quelque chose que je pense que beaucoup de gens devraient faire lorsqu'ils parlent de Bitcoin, parce que moi je n'ai pas d'intérêt spécial dans Bitcoin, ça peut disparaître, ces blockchains, tout ça. J'ai plein de sujets de recherche. Ça peut aussi prospérer, ça sera très bien, je suis très très neutre. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça. C'est ma déclaration de conflit d'intérêts. Donc, j'ai 41,36 millièmes de Bitcoin. Voilà. Après, vous pouvez juger à partir de ça si je suis neutre ou non. Mais vu des présentations que j'ai vues à gauche, à droite sur les blockchains et Bitcoin, je pense que ça serait très sain que les gens disent un petit peu quand même ce qu'ils ont par derrière, quels intérêts ils ont dans ce monde des blockchains. Voilà. Alors, donc, de quoi je vais vous parler? Alors, quand les gens... bon, c'est un peu vieux ce dessin. Quand les gens finissent par comprendre comment marche, par exemple, une blockchain comme Bitcoin, et le scientifique standard, il a le biais standard de dire c'est trivial. Alors, qu'est-ce qui est trivial? Ce qui est trivial, c'est juste le petit bout qu'il a compris. D'accord? Donc, moi, je peux vous dire, Bitcoin, voilà, il y a des fonctions de hachage, de la signature électronique, ça fait 40 ans que ça existe, il n'y a pas de problème. Les gens d'analyse de données, ils vont dire, bon, enfin, 100 gigaoctets, enfin 180 gigaoctets, la blockchain, franchement, vous me faites rigoler. Les gens des systèmes distribués vont vous dire, ils prétendent que c'est du consensus, mais bien sûr que non, c'est pas ça le consensus, on sait faire, etc. Donc voilà. Mais malgré tout, je pense que c'est pas tellement séparément que les pièces sont intéressantes, c'est l'ensemble. Et là, je trouve que c'est la vraie, même à l'intérieur de l'informatique, c'est la vraie pluridisciplinarité. Mais hélas, moi, dans cet exposé, pour l'instant, je ne suis capable de vous parler, je vais vous parler un petit peu de crypto et des conséquences que ça peut avoir sur les blockchains. Je vais donc faire un petit... Donc voilà le plan d'exposé, si je l'ai. Oui, donc au bout d'un certain temps, les collègues, ça y est, donc au bout d'un an ou deux, s'ils réfléchissent un peu, s'ils mûrissent le sujet, ils comprennent quand même qu'il y a des sujets de recherche, même pour leur domaine. Voilà. Donc ici, les fonctions de hachage. Alors, donc voilà le... Donc je vais faire un petit rappel du fonctionnement de Bitcoin. Alors, j'ai fait l'hypothèse, comme ici à Systemix, il y a quand même le projet BST, le projet BFI Information. J'ai fait l'hypothèse que dans la salle, quand même, les gens
Et puis maintenant aussi, on sait mieux, enfin, le savoir se diffuse. Il y a de plus en plus de gens qui expliquent comment fonctionnent ces blockchains. Donc le rappel va être assez bref. Je vais faire... comment ça marche? Je vais donc ensuite rentrer sur cette fameuse preuve de travail de Bitcoin, Ethereum et de toutes ces blockchains dites permissionless, sans autorisation. Et donc là, je vais vraiment vous ouvrir les entrailles de la fonction de hachage SHA-256. La première fois qu'on voit ça, c'est pas très agréable, parce que c'est des constructions très très ad hoc. Et une fois qu'on a ouvert les entrailles, on va ensuite voir si... donc on ne va pas regarder du tout la cryptographie en boîte noire ici, juste la fonction de hachage, on va bien la regarder. Et on va revenir sur le minage et on va voir comment les deux peuvent se... En fait, finalement, c'est pas tant en boîte noire que ça, et que les mécanismes interagissent avec des conséquences même de très haut niveau sur Bitcoin. Et après, donc, je vais vous en montrer plus rapidement trois autres. Donc Script, qui est une autre fonction de hachage, qui a été utilisée pour une autre crypto-monnaie. Je vais essayer de vous parler de celle d'Ethereum, qui n'est pas très claire, moi je trouve. Et ça, c'est une proposition plus académique, pour laquelle il y a des théorèmes, il y a des résultats, et on sait un peu mieux de quoi on parle. Voilà. Alors, je mets toujours ça. Ça, c'est la première page du papier de Satoshi Nakamoto, donc, qui date de 2008. Le début du codage de la programmation est en 2009. J'ai mis en exergue donc deux phrases et donc, qui disent bien en fait qu'il y a un projet derrière Bitcoin à l'origine. Alors il y a une critique de l'émission de la monnaie par les banques centrales au début. Et donc ce qui est très fort, c'est ça, c'est donc ce dont on a besoin est un système de paiement basé sur la preuve cryptographique plutôt que sur la confiance, sans tiers de confiance. Et donc, par exemple, il y a une compagnie qui s'appelle Blockstream, qui est beaucoup derrière Bitcoin, qui a des grands posters comme ça, et c'est marqué « Don't trust, verify ». Donc, voilà, c'est très, très, tout de suite, il y a une idéologie derrière. Et la solution qui est proposée, donc, c'est la fameuse système... alors, donc, il n'y a pas le mot blockchain dans le papier, hein, qui a été construit après, mais essentiellement, donc, la blockchain, c'est juste des preuves d'ordre chronologique d'échange de transactions. Et la grande force de Bitcoin, c'est que c'est pair à pair, donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, de dire qui on est, d'obtenir l'autorisation de participer au système. Voilà. Donc là, je parle que des blockchains dites permissionless, donc c'est ce que je viens de dire, donc sans autorisation, vous pouvez prendre le client Bitcoin, commencer à interagir. À l'époque, vous pouviez même miner, être énuméré en Bitcoin, etc. Bon, après, le système a dévié par rapport à ses objectifs d'origine, où il est, d'une certaine manière, entre les mains de quelques fermes de minage, ces fameux mineurs, enfin, même pools de minage, ces fameux mineurs. Mais ce n'était pas du tout la volonté à l'origine. Alors, que va-t-il se passer? Bon, donc, typiquement, Alice va envoyer 1 à Bob. Donc, elle va écrire 1, l'entier 1 dans la transaction. Et il faut savoir que le 1 du Bitcoin, l'unité en Bitcoin, ce n'est pas le Bitcoin, c'est le 10 millionième le 100 millionième de Bitcoin. Donc en fait, c'est plutôt un Bitcoin, c'est 100 millions de ce 1-là. Donc, et la vraie unité, c'est le Satoshi, donc ce 1. Et donc ça, c'est écrit dans un livre, une transaction comme ça est écrite dans un registre, un peu comme quand vous faites une transaction bancaire, c'est écrit sur votre relevé de compte. Et ce qui va se passer, ce qui est très important, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand Bob ensuite va vouloir consommer ce 1, il va faire une transaction de 1 vers Charlie. Et comment il peut dire qu'il a le droit de faire ça? Il va faire référence, en fait, à cette transaction précédente. Et comment il peut faire référence à cette transaction précédente? Et justement, il va pouvoir y faire parce qu'elle est inscrite, elle a été inscrite déjà dans le passé de ce livre de compte. Et c'est ça que réalisent ces fameuses blockchains. Donc, en fait, il faut dire que la blockchain est une technologie qui permet d'implémenter une fonctionnalité supérieure qui est un registre public où tout le monde peut écrire avec des écritures fiables. Voilà. Donc, un registre de compte. Là, j'ai pris sur Wikipédia un relevé postal de banque anglaise 1869. Donc, il y a quelques informations qui sont portées. Le nom de la personne, une sorte de publicité
C'est-à-dire que si la personne veut interagir, récupérer ou déposer de l'argent, mais il faut qu'elle produise son livret bancaire. Un montant, bon là c'est pas très lisible, je ne sais même pas ce que c'est. Quelqu'un qui signe, qui met un tampon et une date. Voilà. Donc ça c'est le système, on va dire, de livret de compte standard. Et la proposition donc, de Bitcoin, c'est, bon déjà on ne sait plus bien de qui on parle, qu'il y a des adresses, bon ça encore. Et cette publicité, donc c'est ce fameux registre dont je vous ai parlé. Comme on veut que tout le monde ait le droit d'écrire dessus, de base, sans trop réfléchir, ce registre va être public, donc on voit les écrits, les actions de tout le monde. En cryptographie, je veux dire normale, sans parler de cryptographie élaborée, genre zero knowledge ou des choses comme ça. Voilà. Et donc la grande force, et pourquoi c'est dit permissionless, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire c'est monsieur Pierre, Paul ou Jean qui va tamponner et valider les transactions, n'importe qui peut valider les transactions. Et ce processus de tamponnage, donc du coup, il n'y a pas de signature, parce qu'une signature, c'est lié à une personne, à une entité. Donc justement, là, comme on ne veut pas identifier les gens et que n'importe qui puisse le faire, ça ne repose pas sur la signature électronique, ce fameux processus de mettre un tampon, et donc ça repose sur le minage. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on veut avoir. Donc ce livre de compte, il va se présenter sous forme, alors, bloc, page, ou traitement par lot des transactions. Donc là, vous avez les transactions en rose. Et ce qui va se passer, c'est qu'à intervalles réguliers, on va mettre ici une empreinte cryptographique, donc un hash, qui scelle toutes les transactions qui sont au-dessus. Donc ça, j'ai bien expliqué ce que c'est que ces fonctions de hachage cryptographique. Donc c'est en fait une chaîne d'octets qui n'a aucune signification par elle-même, hein, qui aura l'air aléatoire, mais qui fait que si on est sûr de cette chaîne, on sera sûr de tout ce qui précède, enfin de cette chaîne de caractères, et notamment, donc ça c'est le bloc, et donc ils sont donc chaînés, c'est-à-dire qu'on va reporter une référence au bloc précédent par son hash, et donc si je certifie ça, qui lui-même certifie ça, et donc le dernier hash dans lequel j'ai confiance, en remontant toute la chaîne, en fait, ça va me certifier. Donc ça fait 256 bits, donc 32 octets. Ces 32 malheureux octets, à eux tout seuls, me garantissent l'intégrité des 180 gigaoctets de la blockchain. Ça, c'est la magie des fonctions de hachage. Voilà. Alors, donc si on me donne un hash et si on me dit... Daniel, oui, je peux te poser une question, je ne sais pas si c'est le moment. oui, allez-y. Intuitivement, comment 32 bits peuvent être une signature unique de 192 gigas? Il y a bien une autre combinaison, je vais peut-être poser une question très bête, il y a peut-être une autre combinaison de 192 gigas qui donne le même 32 bits ou pas? Oui, non, il y en a énormément. Mais qu'est-ce qui fait que ça certifie alors? Parce que cryptographiquement, il ne faut pas qu'on puisse les trouver. Tu vois, forcément, évidemment, voilà, c'est complètement non injectif. Donc il y en a des milliards, qui donnent le même hash, mais de manière algorithmique, on ne pourra pas les trouver. Ah, on ne peut pas les trouver. Ouais. Et ça, c'est un théorème qui dit ça ou... Ouf, je vais en parler un petit peu après. Les techniques de construction de la cryptographie symétrique ou de fonctions de hachage sont beaucoup plus heuristiques que la cryptographie à clé publique basée sur la théorie des nombres, les courbes elliptiques, les réseaux euclidiens, etc. Donc il y a des théorèmes, mais ces théorèmes prouvent qu'on va construire des fonctions de hachage qui résistent aux algorithmes connus pour trouver des collisions. Mais si un jour quelqu'un se lève et a un meilleur algorithme, peut-être qu'il trouvera des collisions. Donc il y a quand même une infime possibilité qu'un jour on puisse casser le système quand même, quelque part. Si quelqu'un trouve ce fameux algorithme... Oui, tout à fait. Oui. Donc on est dans le domaine de la probabilité quand même. Alors, non. Toujours de l'attaque et de la défense. Donc il y a deux probabilités, c'est-à-dire, en l'état actuel des connaissances de la cryptanalyse et des attaques sur les fonctions de hachage, la probabilité de trouver une autre blockchain, ça sera 1 sur 2 puissance 256, bon, du genre 10 moins 100, quoi. Donc, voilà. Donc normalement, fonction de hachage bien faite, on ne peut pas faire mieux que ça. Même si on a l'ordinateur le plus puissant du monde, on sera obligé de faire 10 puissance 100 essais qui est hors de portée.
Enfin, peut-être 10 puissance 80, voilà. Voilà. Bon, après, c'est sûr que si quelqu'un se lève et trouve une méthode complètement nouvelle de cryptanalyse pour la fonction de hachage qui est utilisée là dans Bitcoin, à ce moment-là, il peut peut-être reconstruire une blockchain qui aura le même hash. Donc il y a deux probabilités. Il y a la probabilité, en l'état actuel des connaissances, elle est infime, et donc c'est au-delà de tout doute raisonnable, comme disent les juristes. Là, donc voilà. Et une autre qui est, de toute façon, le génie et l'inventivité humaine, on ne l'arrête pas vraiment. Et là, on ne se bat pas contre la nature quand on fait la cryptographie, on se bat contre des adversaires humains. Voilà. Puis moi, ce que j'ai dit une fois, c'est que en fait, la cryptographie, c'est essentiellement un cimetière d'algorithmes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les algorithmes finissent par être cassés. Alors, c'est peut-être plus vrai maintenant, les derniers algorithmes, pour l'instant, on est plutôt confiant, mais historiquement, on voit bien que jusqu'à la cryptographie des années 70, toutes les propositions de tous les États ont fini par être attaquées, depuis l'Antiquité jusqu'à Turing, etc. etc. Dernière question, de ton point de vue, les ordinateurs quantiques représentent une menace? Non. Ça représente une menace. Alors, bon, ce que je n'ai pas dit, parce que ce n'est pas l'objet de l'exposé, c'est qu'ici, lorsqu'Alice fait ça, elle va mettre, elle, sa signature électronique. D'accord? Donc là, il y a la signature électronique qui est utilisée dans Bitcoin, qui est à base de courbes elliptiques, enfin dans Bitcoin, dans toutes les blockchains. La signature électronique moderne, courte, efficace, rapide, elle est à base de courbes elliptiques. Et ça, effectivement, c'est susceptible d'être attaqué par l'ordinateur quantique. Voilà. Par contre, le hachage est très protégé pour l'instant. Ouais. Il est attaqué, mais dans des mesures bien, bien moindres. En tout cas, pas de quoi remettre en question le hachage. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction de hachage? Donc, en termes informatiques, ça prend une suite quelconque de 0 et de 1, et ça retourne un nombre fini de 0 et de 1, donc voilà. Donc là, ça va être 256 bits. Et alors ça, c'est pour les gens qui disent c'est crypté. En fait, c'est pas du tout crypté, parce qu'il n'y a pas de clé. C'est vraiment une fonction, un algorithme, le même pour tout le monde, c'est un standard, et il faut utiliser le standard. Donc ça, c'est pour bien expliquer aux gens. Donc il n'y a pas de clé publique, privée, secrète, partagée, etc. Ce n'est pas de la signature, ce n'est pas du chiffrement, c'est un algorithme. Et ça, c'est, quand je parle devant les juristes, c'est pour expliquer qu'en fait, on peut lui faire digérer n'importe quoi. Et voilà, donc là, en fait, vous prenez n'importe quel document numérique, 256 divisé par 8, vous obtenez 32 octets. Alors que ce soit un document comme ça, un PDF, un film ou la blockchain de Bitcoin, qui fait 180 gigaoctets. Donc c'est la force de ça, c'est que ici, effectivement, votre remarque, c'est qu'on a une longueur quelconque ici, et là on n'a que 32 octets. Voilà. Alors, on va demander des propriétés cryptographiques, dites de sécurité. Dans la première est dite, alors les Américains ils vont dire résistance à la première préimage. Essentiellement, ça veut dire c'est impossible de trouver un antécédent. Donc si je prends un X, si je calcule son Y, donc il y aura plein d'antécédents possibles. La sortie ici, j'aurais dû mettre 256 bits, ça aurait été plutôt que M. Bon, si je passe en revue 2 puissance 256 X possibles, bon, je vais vraisemblablement en trouver un qui va me donner le Y. Bon. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de meilleur algorithme que de passer en revue tous les X possibles, ou un grand nombre de X possibles, jusqu'à ce qu'on trouve le Y. Donc ça, c'est quand je ne donne pas le X. La deuxième préimage, c'est je vous donne un X, donc, vous êtes capable de calculer le haché de X, et êtes-vous capable de trouver un deuxième qui a le même haché? Et ça, on va dire que la fonction de hachage est bonne s'il n'y a pas de manière de faire plus intelligente que passer en revue 2 puissance m, valeur de x', donc 2 puissance 256. Voilà. Et la troisième propriété qui nous concerne qu'à moitié dans les blockchains, c'est la résistance aux collisions. C'est-à-dire si je laisse x et x' libre, donc là mon x', il est quelque part lié parce que le x est déjà donné, si il varie séparément, comment dire, si les deux sont libres plutôt, à ce moment-là, il y a ce fameux paradoxe des adversaires dont on entend souvent parler. C'est-à-dire que si je tire enfin, en plein de x, au bout de 2 puissance m sur 2, il y en aura dans cette liste-là
deux qui auront le même hash. Donc du coup, ça oblige de dimensionner la sortie de la fonction de hachage à 256. 256 divisé par 2, ça fait 2 puissance 128, qui est considéré comme infaisable. Donc c'est que du quantitatif, hein, tout ça, par rapport à votre question. C'est parce que c'est dur, etc. Dans 30 ans, peut-être que les ordinateurs seront capables de faire 2 puissance 128 opérations. Voilà. Et une bonne manière de raisonner sur les fonctions de hachage, qui évite de se préoccuper de ces définitions, c'est de l'idéaliser comme un oracle aléatoire. Alors l'oracle aléatoire, ce fameux oracle aléatoire, c'est une entité, alors c'est un jeu d'esprit, hein, c'est une expérience de pensée, qui stocke une table T. Et donc ça va être une fonction. Donc on va lui dire, je veux la valeur de x. Et donc soit la question lui a déjà été posée, auquel cas il donne la valeur t crochet x, soit on ne lui a jamais posé la question. Donc je ne sais pas. Et donc il tire une valeur, donc y aléatoire, donc il va répondre ça, et il stocke dans sa table t de x en disant c'est y. Donc si on lui repose encore la même question, ben là il sait que c'est dans sa table, il va encore répondre t crochet x. Voilà. Donc c'est une fonction, parce que chaque fois qu'on dit x, on va récupérer une valeur. En même temps, c'est purement aléatoire, donc c'est pour ça que c'est un objet idéalisé en fait, hein, parce que y est complètement décorrélé de x. Donc le y ne contient aucune information sur x. Donc forcément, si je veux trouver l'antécédent de y, ben, je vais poser plein de questions jusqu'à ce que ça marche. Donc ça permet de raisonner un petit peu sur ces fonctions de hachage dans un modèle qui est le modèle dit de l'oracle aléatoire, qui en fait est faux par rapport à la réalité. Voilà. Alors, donc pourquoi cela peut être utile? Donc c'est même pas du chiffrement, c'est même pas de la signature. Alors, donc la propriété, et puis surtout, c'est une fonction qui n'a aucun sens en fait. Si on est vraiment, si on considère que la fonction est très proche de l'oracle aléatoire, eh bien, étant donné x, y, f de x est aussi parfaitement aléatoire. Donc, l'application blockchain, c'est ça. C'est-à-dire que, et l'application historique de ces fonctions de hachage, c'est l'intégrité des fichiers ou des données. Donc, si vous avez un m, vous calculez le haché de m. Et si vous êtes sûr du haché de m, si on vous redonne un m, pour vérifier que c'est le bon, vous recalculez le haché de m, et si ça coïncide, vous êtes content. Donc les distributions Linux, les distributions de logiciels, les virus, tout ça, de base déjà, on va vérifier qu'il n'y a pas eu de corruption sur les données en recalculant le hash, en vérifiant le hash. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la blockchain? On va juste dire, si vous avez un hash, si par exemple, soit c'est les mineurs par leur consensus qui disent c'est ça le bon hash, ou soit c'est quelqu'un qui vous dit n'écoutez pas les mineurs, mais voilà, prenez le hash. Ça dépend de vous, de la valeur que vous donnez à ce hash, mais si vous avez confiance dans tout ce qui précède. Voilà. Et la propriété de non-inversibilité, donc ça c'est une courbe que j'ai faite, et j'ai envie de la déposer chez un notaire. En même temps, je n'ai pas envie que le notaire voie ma très belle création numérique. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer le hash et déposer ça chez le notaire. Je vois que je prends beaucoup de temps. Et le notaire, par la propriété de non-inversabilité, ne peut pas savoir en fait ce que j'ai créé. Toujours est-il que j'ai déposé le hash, il va signer ça et mettre son tampon. Et 6 mois après, si jamais cette œuvre est divulguée par quelqu'un d'autre que moi, je peux dire, regardez, j'ai déposé ce hash chez le notaire, j'ai la signature du notaire, et je produis ensuite le bien numérique, on recalcule le hash et on vérifie que c'est le bon. Et donc j'ai prouvé que, j'avais déposé ce document chez le notaire, et si le notaire est de confiance, on a une date à laquelle je déposais, donc j'ai l'antériorité. Voilà. Et donc ce que veulent dire la plupart des gens, on met le diplôme, le cadastre, je ne sais pas quoi, les permis de construire, enfin tout ce que vous voulez dans la blockchain, souvent ça veut dire ça en fait. On va essayer dans les transactions. Dans les transactions, il y a souvent un champ libre en fait, où on peut mettre ce qu'on veut et on va mettre des hashes de documents. Voilà. Je ne fais pas bien sorcier. Voilà. Alors ces fonctions de hachage, ça va peut-être répondre à la question aussi, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Parce que justement, on place tellement de confiance dedans, sur ces fameux 32 bits qui vont nous certifier tout et n'importe quoi et n'importe quelle donnée, qu'il ne faut pas les improviser.
Donc là, c'est la page Wikipédia. Donc en fait, ça s'arrête là, hein. Le reste, c'est des variantes. Ça, c'est des historiques. Donc SHA-2, c'est SHA-256, c'est celle qui est utilisée dans Bitcoin et dans les blockchains. SHA-3, donc MD5, SHA-1, donc MD, c'est Message Digest. SHA-1, c'est Secure Hash Algorithm. SHA-2, c'est une variante de SHA-1. Donc ces trois-là, c'est la même construction. SHA-3, c'est une construction nouvelle. Voilà. Donc en fait, comment ça se passe? Le NIST, National Institute of Standards and Technology, lance une compétition et dit vous, les chercheurs du monde entier, proposez-nous une fonction de hachage. Et à ce moment-là, il y a un processus assez public qui dure des années où les gens donc, vont soumettre des spécifications et la cryptanalyse, l'évaluation des fonctions de hachage va être publique. Alors, là, j'ai mis d'autres moins célèbres. Donc en rose, même si elles ont été proposées par des chercheurs éminents, elles ont fini par être cassées. Il y a aussi des nationales, donc GOS, c'est les Russes, c'est une ancienne version, ça c'est la nouvelle version des Russes. Ça c'est des Ukrainiens, il y a aussi de la fierté nationale, ça c'est des Coréens, etc. Les vertes sont celles qui ont une preuve de sécurité. Donc il y en a une qui est basée sur la théorie des nombres, l'autre sur les réseaux euclidiens, et celle-là sur les codes correcteurs d'erreurs. Et je suis très fier parce que celle-là, c'est la mienne, et elle est dans Wikipédia. Voilà. Et c'est pas moi qui l'ai mise. Voilà. Alors, même SHA-1, qui était la fonction qu'il fallait utiliser tout le temps, donc là, je vais vous montrer deux fichiers qui collisionnent sur SHA-1. Donc ça, c'est la fameuse Lena. Et ça, c'est notre cher PDG de l'UNRIA. Donc je vais vous montrer tout de suite, hein, c'est la vraie démo. Donc là, vous voyez, Evans, Lena. Donc voilà, on la voit bien. Voilà. Et donc si je fais SHA-1 sum, donc ça me donne le haché de l'image. Voilà, donc miracle. Voilà. On a bien le même haché. Donc elle est franchement cassée et il faut vraiment plus l'utiliser. Donc c'est bon, elle a été sortie des standards et ça c'est un doctorant de l'équipe qui a contribué à cette attaque sur SHA-1. Voilà. Alors, comment on va mettre ce hash? Donc toute la question, une fois qu'on a compris qu'on met les transactions par lot et que c'est ce hash qui va nous donner la confiance et l'intégrité et l'immutabilité de cette blockchain, et il faut savoir qui met le hash en fait. Et c'est tout le problème en fait. Alors, la preuve de travail, le principe c'est que en plus des transactions, il y a ce qui s'appelle un nonce, qui est une valeur 1, 2, 3, 4, 5 qu'on incrémente. Et celui qui doit mettre le hash, donc comme tout à l'heure, il va calculer le hash de tout ça, mais en plus du nonce. Et pour faire accepter son résultat par le reste des participants au protocole, il faut que le hash commence par un certain nombre de zéros. Donc ça se passe comme ça. Donc la fonction de hachage, c'est deux itérations de SHA-256. Donc il y a une donnée, on va dire, utile ou sémantique. Et on incrémente sur le nonce. On hash à la fois les données utiles et le nonce, et on vérifie que, jusqu'à ce que le hash soit en dessous d'un certain seuil. Et donc voilà, donc si par exemple vous mettez 1 0, il y a une chance sur 2, 2 0, une chance sur 4, 3 0, une chance sur 8, etc. 30 0, une chance sur 2 puissance 32, ça fait une chance sur 1 milliard. Bon là, le protocole a complètement dérivé, donc il faut que ça commence par 72 bits égaux à 0. 2 puissance moins 60. Enfin, la dernière fois que j'ai regardé, c'était il y a 2 mois. Donc ce qui fait 10 puissance moins 24. Donc vous avez une chance, quand vous faites ça, pour une valeur du nonce, vous avez une chance de réussir à certifier le bloc. Donc c'est petit, on va dire, 10 puissance moins 24. Et donc vous allez faire ça, mettons, 1 milliard de fois à la seconde. Ok, vous passez à 10 puissance moins 21 par seconde, etc. Donc essentiellement, personne n'y arrive, sauf un qui va y arriver. Donc c'est vraiment une loterie. Donc tout le monde perd, sauf celui qui gagne. Voilà. Voilà. Donc là, je vous mets encore un copier-coller du papier de Satoshi Nakamoto. Donc, ce que je vous ai dit, les transactions, les gens vont diffuser les transactions. Les nœuds, alors, donc j'ai mis des étoiles, enfin des dagues, pour montrer la vision d'origine, où c'est each, etc. C'est pas, donc, il n'y a pas cette séparation entre utilisateur et mineur qui est apparue et qui est une déviance du protocole.
Donc les nœuds prennent les transactions, les mettent dans les blocs. Les nœuds cherchent une preuve de travail. S'il y en a un qui trouve... Donc la preuve de travail, c'est le nonce tel que lorsqu'on hash, on a beaucoup de zéros au début du bloc. Lorsque la preuve de travail a été trouvée, ben, il dit « super, j'ai trouvé un bloc ». Les autres nœuds vérifient que les transactions sont justes, donc il n'y a pas de double dépense, etc. Et ils vérifient aussi que la preuve de travail est juste, donc il y a beaucoup de zéros. Et ce qui est très important, c'est ça, c'est les nœuds expriment leur acceptation du bloc en travaillant sur le prochain bloc, et donc en mettant le hash du bloc qui vient d'être créé en tête du bloc suivant. Ça, c'est très important. On dit souvent que les mineurs valident les transactions, mais l'effet consensus et distribué et pair à pair des blockchains, c'est surtout qu'ils valident le travail des autres. Donc ils ont un double rôle. Voilà. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas Bitcoin, il faut en profiter pour poser des questions. C'est vraiment le cœur du réacteur. Ça, c'est un copier-coller du papier. Donc voilà. Oui. On voit qu'il y a une difficulté en fait, qui peut changer quand on parle de miner les blocs dans la blockchain. Est-ce que ça a un rapport avec le fameux nonce? Comment ça fonctionne Alors, cet équilibrage des difficultés? Alors, c'est du consensus encore. C'est-à-dire que le protocole, il est calé pour produire un bloc toutes les 10 minutes. Donc au début, il y avait une certaine difficulté, mettons 30 bits égale 0. Sur un ordinateur, ça prenait 10 minutes, quelque chose comme ça. Voilà. Mais évidemment, plus il y a de participants qui jouent, ça va diminuer le temps de production des blocs. Et donc, il y a une boucle de rétroaction qui fait que tous les 2016 blocs, ce qui doit correspondre, je ne sais plus si c'est une semaine ou 10 jours, on règle ce seuil-là, ici, de telle sorte qu'on recale la... En fait, on recale la difficulté pour faire revenir à 10 minutes le temps de production des blocs. Donc on regarde sur la dernière fenêtre de temps, le temps moyen de production des blocs. Et s'il a diminué, par une bête règle de 3, on refixe la difficulté pour revenir à 10 minutes. Et s'il a augmenté, voilà. Quand tu dis on, c'est qui? Alors, justement, Node Express der Acceptance. Toi, localement, tu fais ce que tu veux. Et les mineurs, chaque mineur fait localement ce qu'il veut. Mais ce qu'il veut, c'est que quand toi, tu diffuses ton bloc, si tu n'as pas respecté la règle, donc ça va être refusé par les autres. Il n'y a pas une autorité qui va dire « Attention, les gars, la difficulté, c'est ça. Chacun doit implémenter localement cette règle pour faire les nouveaux blocs. Et s'il y en a un qui ne le fait pas, il sera rejeté par les autres. » Donc c'est vraiment... La règle ne peut pas changer. La règle change. Enfin, la règle. La règle, c'est que la règle change comme ceci. D'accord ? Donc voilà. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment ce mécanisme d'autocontrôle des mineurs qui fait qu'on peut parler de consensus. Si un jour, ils déraillent et ils disent on va passer à 20 minutes et qu'il y a une majorité qui fait ça, ou on va passer à 5 minutes, personne ne les en empêche. Mais ça veut dire qu'on va couper la chaîne de blocs, elle va être arrêtée pour en redémarrer une autre avec une nouvelle règle? Ah, donc ok. Donc oui, donc il y a des forks en fait dans Bitcoin. Donc typiquement, bon, ça c'est ce qu'on appelle des forks, des blocs orphelins. C'est-à-dire dans cette compétition entre les mineurs, c'est possible qu'il y en ait deux qui gagnent en même temps. Donc le bloc A et le bloc B qui sont aussi valides de l'un que l'autre. Mais comme il faut être reconfirmé par les autres, la probabilité qu'il y ait exactement la moitié des autres participants qui soient sur le bloc A et la moitié sur le bloc B est assez faible. Donc il y a un phénomène de, comment on dit, polarisation, enfin, une probable petite q1,5, et donc il y en a une qui va gagner, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des blocs orphelins. Ça arrive une fois tous les jours, tous les 2 jours. Par contre, effectivement, bon, je n'avais pas prévu d'en parler, s'il y a des gens ici qui disent « Ah ben tiens, les règles ne nous plaisent plus », ils peuvent très bien continuer comme ça et dériver sur leur propre blockchain, tout en ayant le même passé ici. Voilà. Bon, je sens que je n'ai pas beaucoup parlé de fonction de hachage finalement, bon, c'est pas grave. Voilà. OK. Alors, ces affreuses fonctions de hachage. Alors, donc, toujours pareil, une fonction de hachage, c'est quelque part un objet infini. Donc c'est ça le paradoxe, c'est que ça prend n'importe quelle suite de 0 et de 1 et ça retourne une suite finie. Donc elles vont fonctionner en mode flux. Donc elles vont recevoir une chaîne de caractères, donc la traiter comme ça, sans revenir en arrière, et nous produire un hash. Ça, on ne sait pas bien faire. Et les concepteurs, donc suivant les principes de Merkel et Damgard des années 80,
ils vont faire une fonction de compression donc qui a un certain état, ici, qui prend un certain nombre de bits du flux, va compresser les deux pour produire un nouvel état, et ensuite va consommer les bits suivants, donc ça va passer dans la fonction de compression, donc l'état plus une nouvelle entrée, ça va reproduire un nouvel état, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du document. Et le théorème cryptographique qui dit, si la petite fonction f ici, elle est résistante à la première préimage, deuxième préimage et aux collisions, la construction globale le sera aussi. Voilà, donc on est plutôt rassuré. Alors, SHA-256, donc on va vraiment rentrer dans les détails affreux. Donc la sortie, c'est 256 bits. Donc ici, là, ce qu'on va sortir ici, c'est les 256 bits. J'ai juste mis le même dessin, mais j'ai retourné. Donc avant, on avait 256 bits, on a 256 bits. Et là, on va consommer des bits du message. Alors, un peu moins que ça, bon bref, 512 bits. On va les transformer en 64 variables de 32 bits. Et on va mouliner ça. Donc 256 bits, c'est 8 mots de 32 bits, A, B, C, D, E, F, G. Et donc on les met là, ici. Et là, il y a une moulinette qui va consommer les octets de l'entrée pour changer ces 8 registres-là pour produire 256 bits. Voilà. Donc, quelle est donc cette moulinette? Encore plus de détails. Donc là, j'ai mes 8 registres. Et essentiellement, elle n'est pas très puissante. Enfin, elle est assez naïve, c'est-à-dire la valeur de A va aller en B, la valeur de B va aller en C, etc. Donc, ils ne vont presque pas bouger, ils vont être décalés vers la droite. Sauf, là, il faut faire rentrer une nouvelle valeur ici. Et on va prendre, alors au petit bonheur la chance, ici, on va prendre 3 valeurs, on va les faire passer dans une addition modulo de puissance 32. Ici, on va faire passer dans la fonction majorité. Ici, on va faire des décalages circulaires. Enfin, c'est très bizarre. Donc, c'est des designs qui remontent aux années 90. Et l'idée, c'est qu'il fallait que ça soit implémentable en software et en hardware. Donc, software, les décalages de mots de 32 bits, les additions modulo de puissance 32, ça existe bien. Et le hardware, on voit bien aussi que j'ai juste besoin d'avoir 32 registres, quelques fils pour les connecter, un petit peu de circuit hardware pour avoir ces opérations, et je boucle là-dessus, comme un bourrin, et j'obtiens la fonction de hachage. Donc c'est optimisé pour aller vite en software et en hardware. Voilà. Je vous donne un exemple d'exécution. Voilà, donc c'est formidable. Donc il y a, je ne sais plus combien de tours, 80 tours, je crois, voilà, de cette boucle-là, ici, 64 fois, voilà, 64 fois, voilà. Donc on part des 32 valeurs et on les met à jour successivement pour arriver au résultat. Alors, si vous êtes très observateur, vous aurez vu que là, on a les mêmes valeurs. 9.1, 9.6, 1F, 9.6, 1F, 9.6, 1F, 94D, 948.2, 948D, etc. Pourquoi? C'est normal, parce que c'est des décalages. Donc la valeur qui était là, c'était celle qui était là le coup d'avant, etc. Voilà. OK. Alors, donc juste, peut-être pour aller un peu plus vite, il faut se rappeler que lorsque je vais faire ma preuve de travail, par exemple, je veux qu'il y ait plein de zéros dans le résultat. Parce qu'on veut que, mettons, 32 zéros, enfin plutôt 72 zéros, ce que je vous ai montré. Donc là, j'ai 32 bits. Donc il faut 1, 2, 64, plus 8 bits ici. Mais en fait, si je n'ai pas 0, je le verrai ici. Donc je ne suis pas obligé d'implémenter, si je suis un mineur et si je fais un circuit hardware, je peux m'arrêter au bout de 61 tours plutôt que de 64 tours, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'optimisation que je peux faire, donc je vais aller un peu vite, mais là-dessus, quelle heure il est? Oh, ça va, j'ai un petit peu de temps. Ouais, j'ai un petit peu de temps. Voilà. Alors, les blocs. Donc là, c'était juste pour vous dire qu'elle n'est pas si neutre que ça, la fonction de hachage. Et forcément, quand il y a des enjeux financiers, les gens vont vraiment regarder ce qui se passe. Et c'est ce que je vais vous expliquer là. Alors, donc les blocs, il y a les transactions et il y a l'entête du bloc. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Un numéro de version. Donc, la référence au bloc précédent, donc les 32 octets. Ici, ça, c'est ce qui, en fait, notarise en fait c'est un arbre de Merkle qui contient qui hache toutes les transactions du bloc précédent. Il y a un Unix time qui n'est pas censé être fiable, donc ça c'est pas important.
il y a la cible, donc la difficulté dont je vous ai parlé, et il y a ce fameux nonce qu'il faut incrémenter. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a donc 512 bits ici, 512 bits ici, et je dois sortir de 156 bits avec ma fonction de hachage. Et donc, je vois qu'avec ce schéma ici, excusez-moi, je reviens en arrière, je vais être obligé de faire 2 itérations. Parce que là, ici, j'ai 256 bits, donc l'entête de mon bloc, il est plus long que 512 bits, il va aller jusque-là. Donc, je suis obligé de passer 2 fois dans la fonction de hachage. Voilà. Et alors, pour des raisons que je ne m'explique toujours pas, donc voilà, donc c'est ça qui va se passer. Donc ça ne tombe pas bien, mon en-tête. Mon en-tête de bloc, il ne tombe pas bien. Je suis obligé de faire 2 tours. Et pour des raisons que je ne m'explique pas, Satoshi Nakamoto a dit on va encore faire un tour supplémentaire de la fonction de hachage. Voilà. Alors, si on observe ça, en fait, il y a des valeurs. Donc le but du jeu, c'est de faire bouger le nonce à toute vitesse pour qu'ici, j'ai plein de zéros. D'accord ? Donc, il va prendre les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Donc là, en rouge, j'ai une valeur qui va bouger des milliards de fois par seconde. Donc cette valeur va bouger des milliards de fois par seconde, et cette valeur aussi. Ça, c'est une constante. Ça, c'est à peu près une constante. Ça aussi, ça aussi. Ça bouge un peu. Le temps unique, il va bouger toutes les secondes. Ça, il y a des nouvelles transactions qui arrivent, donc ça va changer la racine de l'arbre. Et le bloc précédent, il bouge toutes les 10 minutes. Donc si je regarde bien, en fait, ça, ce calcul de H, je le fais pas très souvent. Donc en moyenne, je vais plutôt avoir deux appels à la fonction de compression. Après, il y a ce que je vous ai dit. Ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, on peut faire détecter très en avance qu'il y a des zéros. Donc plutôt que de faire les 64 tours, on va faire 61. L'autre propriété aussi, c'est que donc mon nonce, il prend les valeurs. Donc je fais plus 1, nonce plus à chaque fois. Et dans la fonction de hachage que je vous ai montré, il y a cette addition modulo 32, ce qui fait que les premières itérations, on peut encore suivre ce qui se passe avant de passer dans cette moulinette. Et donc, on peut anticiper beaucoup. Je ne vais pas hacher des valeurs aléatoires, je hache des valeurs consécutives, en fait. Donc, on peut optimiser ça. Voilà. Et donc, finalement, donc là, j'ai pris ce préprint, et plutôt que d'avoir 3 appels à la fonction de compression, qui est le cœur du calcul, on a ce nombre-là d'appels. Je ne pense pas que ça ait été donc implémenté. Et j'ai hésité à vous parler de ça. Et ça, bon, c'est une astuce aussi algorithmique très importante, qui, elle, a été implémentée en hardware, qui fait que vous gagnez encore par rapport à ça. Et alors, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ça veut dire que donc, SHA-256 a été fait à l'origine, pas pour Bitcoin, mais pour l'optimisation hardware. Donc, il y a des circuits dédiés qui ont été faits pour l'implémenter. En plus, elle est utilisée dans un contexte très particulier d'incrément de nonce où on fait plus 1, plus 2, plus 3. Et en plus, ce qu'on lui demande, c'est juste de sortir des zéros. Donc, les gens du matériel ont optimisé ça à mort. Et donc, si vous avez un ordinateur, un GPU et un FPGA, vous n'êtes plus du tout compétitif par rapport à un circuit dédié, voilà, qui est très efficace parce que SHA-256 a été faite pour être implémenté en hardware, et en plus, avec toutes ces astuces que je vous ai dites. Et là, il y a une polémique parce que cette astuce-là, manifestement, était incompatible avec une évolution proposée de Bitcoin au mois d'août, qui s'appelle Segregated Witness, et que s'ils implémentaient Segregated Witness, les gens ne pouvaient plus avoir cette optimisation. Parce que, forcément, si j'achète du matériel qui fait toutes ces astuces, en fait, il ne sert qu'à ça. Donc, c'est complètement stupide. Je ne peux même pas craquer des mots de passe avec. C'est même pas un craqueur de mots de passe. C'est complètement illiquide. C'est un investissement qui peut ne servir qu'à miner du Bitcoin. Donc, forcément, si j'ai rempli des fermes... Donc, c'est pas comme si j'achetais des GPU, des CPU qui peuvent servir à n'importe quoi. Donc, c'est complètement illiquide à cause de toutes ces astuces. Et en plus, ça met une barrière à l'entrée. Donc, je vous ai montré ces petites dagues de la vision de l'article de Satoshi Nakamoto, où tout le monde, en fait, a le droit de jouer à ce jeu de minage. Mais évidemment, ça a dévié. Et maintenant, il faut être un investisseur pour acheter du matériel très, très dédié pour faire ce minage. Donc, je vais essayer de maintenant voir comment on peut échapper à ça, enfin, comment une certaine partie de la communauté essaie d'échapper à ça en changeant de fonction de hachage. OK, alors, script. Ça va être un peu technique, mais il faut un peu de technique.
Script, c'est celle qui est utilisée dans Litecoin. Donc, je ne sais pas, il y a Bitcoin et il y a Litecoin, qui doit être 3e ou 4e blockchain en market cap, qui a commencé de manière assez ancienne. Et le slogan, c'est un peu, là où Bitcoin c'est de l'or, Litecoin c'est de l'argent. Voilà. Et ils ont juste pris le code de Bitcoin et ils ont changé la fonction de hachage, en priant que ça résiste à l'optimisation matérielle et hardware. Voilà. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un du hardware, mais bon, donc ça, déjà, je pense que c'est un Français en plus qui a proposé la fonction de hachage, qui a fait l'objet d'une norme Internet. Donc il y a un vrai besoin de fonction de hachage lente, en fait, de manière bizarre, notamment pour les problèmes de hachage de mots de passe. Donc si on veut éviter les craqueurs de mots de passe qui testent des millions de mots de passe à la seconde, ben, il vaut mieux une fonction de hachage lente, comme ça le craqueur de mots de passe, il essaye juste 1000 mots de passe à la seconde, et il mettra beaucoup plus de temps à trouver les mots de passe s'il y a une brèche de mots de passe sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Voilà. Donc, comment les gens qui ne sont pas du hardware, leur heuristique pour dire on ne veut pas que l'hardware dédié, on va dire il faut de la mémoire. Il faut des algorithmes qui consomment de la mémoire. En disant si je dois avoir 1 million de bits de mémoire ou 1 gigabit de mémoire sur un circuit, ah oui, parce que ça va me coûter de la place. Parce que les mineurs, les ASIC dont je vous ai parlé précédemment, non seulement il y a toutes les astuces que je vous ai dites, il y a le fait que SHA-256 s'implémente très très bien hardware, mais en plus ça se parallèle monstrueusement. Parce que SHA-256, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a ces 8 registres de 32 bits, donc c'est rien. Il n'y a pas de mémoire. Donc là, l'idée, c'est je vais imposer à la fonction de hachage de consommer, d'avoir besoin de mémoire pour s'exécuter, du genre 1 mégabit. Et ça, si les gens ils veulent en 20 000 sur un circuit, moi je ne suis pas du hardware, mais tout le monde dit que ça commence à coûter cher et que du coup les bénéfices ne seront pas là. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Donc on utilise une fonction de hachage préexistante, de sortie W, donc il faut passer 256 bits. On va la faire tourner un certain nombre de fois. Donc il y a une entrée X, donc vous pensez que c'est le mot de passe, c'est le nom, enfin des choses comme ça. Donc on va la faire tourner une fois sur l'entrée X et c'est paramétrisé par H. Donc au début, on remplit un tableau de valeurs où chaque valeur est le H de la valeur précédente. Et on va utiliser ce tableau de valeurs, donc ça c'est le précalcul, pour accéder de manière très randomisée dans la table. Donc essentiellement, je prends la dernière valeur de la table, ça me donne un state, donc S0. Bon, puis je vais incrémenter, donc j'aurai l'état numéro I-1, que je vais voir comme un indice de ma table, X. Donc je vais obtenir une valeur que je vais trafiquer avec la valeur précédente et recalculer le H, c'est le même H ici, je suis désolé, et ça va me donner le nouvel état. Et l'idée, c'est que si ces états-là, ils bougent de manière complètement aléatoire, parce que en fait, le S indice I ici, c'est d'un H d'un S indice I-2, je suis obligé d'accéder et d'avoir la table en mémoire. Ça va me faire des cache miss, ce n'est pas du tout régulier. Et donc, il faut vraiment stocker la table et ça va prendre du temps. Voilà. Voilà. Donc, l'argument, c'est ça. Donc, alors, le serveur de Litecoin est planté depuis ce week-end. Donc, je n'ai pas les infos exactement. Mais je crois que c'est de l'ordre d'un mégaoctet qu'ils ont. Parce qu'en fait, on peut régler le nombre de. Donc, la taille de la table. Je crois qu'ils ont réglé sur 1 mégabit ou 1 mégaoctet. Voilà. Voilà. Et il y a un théorème, donc ça c'est bien. Parce qu'on peut se poser la question, peut-être qu'il y a des manières d'implémenter ça dans des super ASIC qui bypassent complètement cette espèce de promenade aléatoire méchante dans la table de hachage. Et en fait, non. Alors bon, je vais pas passer dessus, mais c'est quand même récent. Le papier, il fait, vous voyez, il fait quand même tranquillement ses 30 pages pour prouver ça. C'est pas évident, mais essentiellement, donc le N2, ça veut dire... pour faire les N itérations, il faut N2 cellules mémoire. Donc ça en fait bien N par tour, et donc c'est à peu près bon. Et c'est un supérieur ou égal. Il faut savoir qu'en informatique, on n'a presque jamais ça. Si vous voyez des papiers d'algorithmique, on a toujours des grands taux, c'est-à-dire on sait qu'il faut au plus tant d'opérations. On n'a presque jamais de borne inférieure comme ça. Il faut au moins tant d'opérations pour faire le résultat. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je veux dire, j'en connais 2 ou 3 des résultats comme ça. Voilà, donc ça, moi, je trouve ça très, très fort. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas bien là-dedans? C'est que,
Alors, donc ça, c'est Litecoin. Donc Litecoin a fait ce choix-là. Et Litecoin se porte bien. Mais, alors, je n'ai pas réussi à trouver, parce que leur site est planté, qui donne les infos. Ça n'a pas raté non plus. Ils n'ont pas dû bien tirer les paramètres. Et il y a quand même des gens du hardware qui font du hardware dédié pour miner sur script. Et donc, voilà. Donc, ils se sont pris aussi le problème de la malédiction du matériel. Alors, Ethereum, je vais passer un peu vite parce que déjà, ça va être la fin de l'exposé. Et je vais montrer du code Python. Mais essentiellement, donc, le bloc va donner une racine, une graine, qui va donner 32 mégaoctets de données sources. Ces données sources, on peut les expander sur 1 gigaoctet. Et ensuite, on va miner en se baladant de manière aléatoire dans ce... Donc, il y a toujours cette idée qu'on va imposer à l'algorithme de preuve de travail, on va lui imposer d'avoir beaucoup de choses en mémoire. Et là où Litecoin était... Donc, là où on a envie d'améliorer Litecoin et Script, c'est que Script est symétrique. C'est-à-dire celui qui va calculer des hashes, il est obligé d'avoir cette table en mémoire. Et celui qui doit les vérifier est aussi obligé de l'avoir en mémoire. Voilà, et donc si on a un client léger, tout ça, on n'a peut-être pas envie de lui consommer toute sa mémoire. Et donc ce qu'on veut, c'est une dissymétrie. C'est-à-dire ça consomme de la mémoire pour faire le calcul et ça consomme moins de mémoire pour vérifier. Donc ce qu'ils essayent de faire dans ETH, c'est pas très agréable. Donc ça commence donc un peu comme ce que je vous ai dit. Donc il y a une graine qu'on hache et on remplit un tableau d'un certain nombre d'octets en hachant la valeur précédente. Et après, il y a un peu le même principe que script, c'est-à-dire on va récupérer un indice ici, V, qui va devenir au crochet V, en fonction de la table. Donc la table qu'on va sortir, c'est O. Et on va faire un XOR, comme je vous ai dit dans script, et on rehache tout ça. Voilà. Ça, c'est donc le petit cache, qui ensuite est expandé dans un grand cache. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est un peu les mêmes principes. Hein. On va récupérer un indice qui va nous permettre de taper dans la table de manière aléatoire. On va mélanger ça avec ce qu'on avait précédemment. Ça fait un nouveau mix, un nouvel état, et on hache. Ce qui est important, c'est que... donc ça continue. Voilà, blablabla, j'ai mis, parce que c'est pas... Je pense qu'ils sont très loin d'avoir un théorème. Voilà. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que, en fait, soit... Donc ça, c'est donc le calcul du hash. Donc une fois qu'on a fait toutes les données, donc soit on fait le calcul du hash avec une fonction qui n'a besoin que du petit cache et dans la promenade aléatoire va calculer à la volée les données. Donc le petit cache fait 32 octets. Les vraies données, si on les stocke, il faut 1 gigaoctet. Et celui qui vérifie, il n'a qu'une seule vérification à faire. Donc il s'en fout de les recalculer, les données. Donc en fait, il va accéder aux données complètes en les recalculant. Alors que le mineur, il va passer son temps à essayer des nonces, des milliards de nonces à la seconde, et donc il ne va pas recalculer tout le tableau de valeurs à chaque fois, donc il va le garder en mémoire. Donc là, ils sont assez contents, il y a une dissymétrie, mais bon, voilà, c'est pas, à mon avis, c'est impossible à analyser, et je pense qu'il n'y aura jamais de théorème, c'est un peu trop complexe. Voilà. Je vais finir sur Equihash. Donc ça existe, hein, c'est celle d'Ethereum. Donc là, on a vu Bitcoin, on a vu Litecoin, et là, on est en train de voir Ethereum. Et ça, c'est une proposition académique, voilà, qui est là. C'est un chercheur au Luxembourg, cryptographe. Et donc, ils ont essayé de construire une fonction de hachage. Qu'est-ce qu'on veut? Bon, des hashes petits, des vérifications rapides. On veut que ça coûte de faire le hash. Et donc, on veut combattre les compromis de temps-mémoire. C'est-à-dire que si j'ai un temps d'exécution de M, si j'ai un temps d'exécution pour une mémoire de taille M, si je divise la mémoire par Q, de combien je vais augmenter mon temps d'exécution. En général, en informatique, le compromis de temps-mémoire, c'est dans l'autre sens. On dit, j'ai un algorithme, okay, il y a des choses que je recalcule, donc je les calcule, je les précalcule, je les mets en cache, je les mets en mémoire, du fait que lorsque je retombe dessus, je n'ai pas besoin de les recalculer. Et puis voilà, et puis peut-être si je calcule beaucoup de données, ça va vraiment beaucoup accélérer mon exécution en temps réel de mon algorithme. Là, c'est le contraire qu'on veut. On veut un algorithme qui a un certain temps d'exécution, étant donné une certaine mémoire. Et si je divise la mémoire, on veut
que le temps d'exécution, il explose complètement. Voilà. Voilà. Alors, j'ai prévu trop de choses à vous raconter peut-être. On va revenir, donc là ici, ce qui est proposé, c'est chercher des paradoxes des anniversaires généralisés. Donc le paradoxe des anniversaires qu'on a vu un tout petit peu, c'est j'ai grand tel mot et j'en cherche une collision dans les mots et la complexité de ça, c'est racine carrée de L. Là, on va dire, je prends, mettons, donc K égale 2, donc je cherche 4 mots dont la somme fait 0, ou j'en cherche 8, enfin ça dépend de la valeur de K, donc K est plutôt petit. C'est un paradoxe d'anniversaire généralisé. Le paradoxe d'anniversaire standard, c'est en fait K égale 1, x1 plus x2 égale 0. Donc ces mots sont aléatoires. Bon, plutôt que de les fabriquer, les mettre en table, on va les dire, on va utiliser une fonction de hachage comme générateur d'aléas. Et donc il faut juste trouver des indices où j'ai une collision sur ma fonction, une collision de taille 2 puissance k sur ma fonction de hachage. Voilà. Ce qu'on sait, c'est que ces collisions vont apparaître à partir de cette taille-là. Donc si k égale 1, on retrouve le 2 puissance n sur 2, donc le paradoxe d'anniversaire. Donc elles existent, et là on est vraiment dans la discussion que vous avez proposée, à partir de cette taille-là. Le meilleur algorithme connu, donc on serait dans le monde idéal s'il avait cette complexité-là. En fait, il a une complexité bien supérieure. Voilà. Donc, parce qu'on n'a pas le 2 puissance k au dénominateur. Voilà. Et cet algorithme, le meilleur algorithme connu, je vais passer vite, mais vous voyez voir, il y a des stores, une table, store. Il faut vraiment passer son temps à stocker des données dans les tables. Il est vraiment pas du tout sans mémoire. Et il consomme donc de la mémoire. Donc, pour la complexité donc, annoncée de l'algorithme, donc je cherche des 2 puissance k collisions sur des mots de n bits. Donc cet algorithme de Wagner qui date de 2000, je n'ai pas mis la référence, tant pis, 2003 je crois, il va trouver deux solutions à une complexité donc qui est celle annoncée, 2 puissance n sur k plus 1, donc une complexité en temps, 2 puissance n sur k plus 1, et en mémoire aussi. Ouais. Voilà. Alors, ça ne suffit pas, donc a priori on est content, on se dit j'ai un algorithme voilà, qui va consommer de la mémoire, et pour vérifier, je n'ai pas besoin de mémoire, je prends mes résultats et je vérifie que la somme des h fait 0. Bon, il y a des difficultés qui fait qu'il y a des améliorations qui ont été proposées pour amortir l'algorithme si on essaye de résoudre plein de problèmes en même temps. Bon. C'est assez technique. Donc j'ai grisé c'est déjà technique que je vous raconte, mais j'ai grisé les parties les plus techniques. Donc essentiellement, comment va se passer la preuve de travail? Il y a une graine I, donc il faut penser que c'est le hash des transactions, enfin c'est des données du bloc. Il y a le nonce V qui doit être incrémenté. Et le jeu, donc ce qui doit coûter, ce que doit faire celui qui doit poser le hash, il faut qu'il trouve des entiers I1, I2 puissance k, de telle sorte que cette somme soit égale à 0. Alors, si vous pensez qu'une fonction de hachage est parfaitement aléatoire, c'est l'oracle aléatoire, effectivement, vous avez ici des valeurs aléatoires. Et ils ont quand même rajouté une condition, c'est qu'une fois qu'on les a trouvés, on va encore rejouer au jeu de Bitcoin. En fait, on va mettre donc la graine qui correspond au bloc, le nonce V, on va reconcaténer les valeurs qu'on a trouvées et on va demander qu'il y ait des zéros. Voilà. Voilà. Et donc ça marche plutôt pas mal. Avec, donc si je divise la mémoire par Q pour trouver cet algorithme, je multiplie mon temps de calcul par quelque chose qui croît très très vite. Donc ça se passe plutôt bien. Et en plus, la deuxième difficulté, c'est que on peut avoir des algorithmes qui consomment de la mémoire, mais la même mémoire qui se parallélise fortement. Et là, ils ont des théorèmes que oui, ça se parallélise. Donc j'ai oublié de mettre... le temps est divisé par P, mais la bande passante, la consommation... Donc on peut avoir une seule mémoire, mais la consommation en bande passante est multipliée par P. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils font. Donc c'est plutôt bien parce que ça repose sur des choses très très connues en crypto, ces collisions, ces paradoxes d'anniversaire généralisés, cet algorithme de Wagner. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, donc Litecoin et Scrypt, on a une borne inférieure. Là ici,
d'un point de vue épistémologique, c'est juste, ils prennent les meilleurs algorithmes connus, l'état de l'art, et ils analysent la complexité de ces meilleurs algorithmes connus. Et donc, si un jour quelqu'un se réveille et trouve mieux, voilà, il faudra encore tout revoir pour... mais ça, c'est standard en crypto, hein, de toute façon. Voilà. Mais c'est assez décevant qu'ils n'arrivent pas à avoir une borne inférieure, alors que c'est beaucoup plus... des techniques beaucoup mieux connues en crypto que Scrypt et Litecoin. Donc, notamment, moi, ce qui me ferait m'inquiéter un peu, c'est que d'un point de vue, on va dire, mathématique ou probabiliste, on sait que les collisions vont apparaître avec des listes assez petites, donc depuis, mettons, si k égale 4 de puissance n sur 16, et alors que l'algorithme, les meilleurs algorithmes connus sont de puissance n sur 5. Donc, si on croit que... donc ça devrait être la borne inférieure algorithmique, mais on en est très loin, c'est juste une borne inférieure statistique ou probabiliste. Voilà. Donc, forcément, donc, ils alignent des tas d'arguments pour dire oui, oui, c'est bon, mais en fait, c'est... Voilà. La crypto, on veut prouver qu'une attaque n'existe pas. Donc, on ne peut pas... Enfin, on veut dire qu'une attaque n'existe pas, et la manière de faire ça, c'est de le prouver. C'est comme quand on dit en mathématiques que quelque chose n'existe pas. Et donc, on ne peut pas se compter. Enfin, si je vous montre une chaîne de suite de caractères complètement cabalistiques en vous disant c'est impossible à casser, ce n'est pas mon argument. Il faut que je prouve que c'est impossible à casser. Et là, donc, les preuves ne sont pas là. Voilà. Donc, pour résumer, on a un peu vu pas mal de choses. Donc, Equihash, pour finir, donc voilà, donc chacune leurs défauts. Donc, SHA-256, bon, c'est sûr, c'était tellement précurseur Bitcoin qu'ils ne pouvaient pas prévoir cette déviance complète du protocole. Ils ont pris une fonction de hachage sur étagère qui s'implémente, qui s'optimise très très bien hardware, avec donc cette constante de minage. Donc, Scrypt, alors c'est bien, il y a une borne inférieure qui dit oui, il faut vraiment consommer de la mémoire. Mais il y a la symétrie, c'est-à-dire c'est le même travail pour celui qui calcule, qui vérifie. Et finalement, ils ont peut-être mal dimensionné la taille de leur mémoire, et donc il y a des ASIC. Donc ETH, pour moi, c'est vraiment très très heuristique, je ne vois pas ce qu'on peut en dire. Et Equihash, il y a plein de théorèmes, c'est très très bien analysé, on sait bien de quoi on parle, mais on n'y a pas de borne inférieure. Donc voilà. Donc, ETH est utilisé dans Bitcoin Gold donc, par rapport au fork. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent le problème des forks, mais donc Bitcoin a eu 2 forks, 3 forks importants, non, 2 forks, BCH, Bitcoin Gold, 2 forks, c'est tout. Hein? Dernièrement. Ouais. Oui, des vrais forks. Hein. Voilà. Bitcoin Cash et Bitcoin Gold, c'est ça, donc il n'y en a pas de troisième. Essentiellement, c'est Bitcoin Gold, ils ont dit, ces histoires de fermes de minage, des mineurs chinois, donc d'ASIC, ça ne nous va pas, donc on va prendre l'état de l'art sur la preuve de travail. Et donc ils ont pris Equihash, avec l'idée c'est que n'importe qui, avec son ordinateur, bon, vaut un GPU quand même, soit capable de miner et revenir à la vision d'origine de Bitcoin, avec ce slogan là, un peu rigolo. Voilà. Alors, et c'est utilisé... Bitcoin Gold, il y a une très... Alors, donc qu'est-ce qui se passe quand il y a un fork? En termes de volume, je ne sais pas comment on peut quantifier l'usage de tous ces forks. Alors, bon, tous les gens fanats de Bitcoin ici, vous avez du ROM ici, non? Vous n'avez pas? Oui. Si. On va attendre qu'il y ait du ROM, ça. Alors, bon, on va attendre. C'est bon. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, voilà. Donc vous avez ici, ils classent les principales crypto-monnaies par capitalisation de market cap. Donc on prend la valeur sur des bourses d'échange en dollars, on multiplie par le nombre donc émis, et ça donne ce qu'ils appellent donc la market cap. Donc, bon, Bitcoin et Ethereum, hein, voilà, et la Bitcoin Cash, donc c'est en août, des gens, ils ont pas, donc Bitcoin Core a proposé une évolution du protocole qui n'a pas été acceptée par une
sous-partie de la population. Ils ont dit, donc nous, on va faire notre blockchain comme ça, et Bitcoin Core va continuer comme ça. Et donc, ça a bien marché, en fait. C'est-à-dire, ils sont là, donc voilà, ils sont importants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, il faut comprendre que, donc l'exemple d'Alice et Bob, et ensuite Bob et Charlie, c'est que quand je fais une action, je fais toujours référence au passé de la blockchain. D'accord? Donc, si je dis j'ai reçu 1 et je donne 1, en fait, quand je prétends ça, je vais pointer à un endroit dans le passé de la blockchain en disant j'ai reçu 1. Et donc, après le fork, si j'ai 1 avant le fork Bitcoin Cash, en fait, dans le futur des deux forks, je peux prétendre dans chacun des deux, donc avoir 1. Donc mon 1 de Bitcoin devient un 1 en BTC, Bitcoin, et un 1 en BCH. Donc ça, c'est les forks, donc ça double. Alors, on a envie de dire la monnaie, sauf que c'est plus la même monnaie, en fait. Voilà. Et Bitcoin Gold, là-bas, il est redescendu dans les profondeurs, tiens, depuis 2 jours. Bitcoin Gold, donc, qui a été lancé il y a 1 mois, je crois, même pas. Ben, les gens ont suivi, les gens en ont acheté. Donc, c'est encore un deuxième fork. Et au démarrage, ça valait comme la même valeur que... Non, mais non, ça aurait pu être une vaste blague. Enfin, la valeur, ces valeurs-là sont extérieures à l'informatique et à la crypto des blockchains. C'est juste des gens qui acceptent des valeurs de marché, quoi, qui acceptent de vendre et d'acheter à ces valeurs-là. Voilà. Donc Bitcoin Gold, ouais, donc leur slogan, c'est ça, c'est remettre entre les mains de tout un chacun le minage et redécentraliser Bitcoin. Voilà. Alors, ça peut être un objectif louable, c'est un objectif, on va dire, très politique. C'est pour ça que je vous ai mis les planches de Satoshi Nakamoto. Et en même temps, ça ne va pas résoudre, bon, à midi, on a eu la conversation sur la bande passante, même s'il y a une super belle preuve de travail, ça ne va pas résoudre les problèmes de faible de bande passante des blockchains. Même si elle est très très belle, ce sera toujours de la preuve de travail, donc il y aura toujours des calculs derrière, donc il y aura cette catastrophe de consommation énergétique folle derrière Bitcoin, etc. etc. Voilà. Mais c'est un sujet qui est assez ancien, et donc d'avoir des fonctions de hachage lentes, et lentes à calculer, faciles à vérifier, mais qui effectivement, avec les blockchains, comme beaucoup de sous-sujets comme ça de la crypto, prend toute son importance. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Merci beaucoup. On peut passer à quelques questions dans la salle. Attends. Non. Oui, j'avais mis dans le résumé. J'avais mis dans le résumé que je parlais de IOTA, et j'ai regardé, j'ai essayé que j'en parlerai pas. Parce que j'ai pas compris IOTA. Hein? Parce que je pense qu'ils arrivent à convaincre plein de gens. Alors, bon, déjà, IOTA, ils ont cuisiné leur propre fonction de hachage, et j'ai dit qu'il ne fallait pas le faire, et effectivement, ils n'auraient pas dû le faire. Il y a eu des collisions sur la fonction de hachage. C'est-à-dire qu'on pouvait faire une transaction et dire « Ah ben non, finalement, c'était celle-là la vraie transaction ». Voilà, donc je ne sais pas si je l'ai ici. Voilà, c'est ça. Voilà, donc c'est des gens du MIT, ils ont dit, ils sont allés voir les gens de IOTA, ils ont dit, regardez, voilà 2 transactions, crac, elles ont le même hash, vous avez fait n'importe quoi, ce qui était vraiment le cas. Donc déjà, bon, d'un point de vue crypto, ils n'ont pas eu, c'était pas bon pour leur réputation, donc ils ont fait un full disclosure, etc. Donc ça ne donne pas très envie de regarder la fonction de hachage. Donc ils se sont inspirés de SHA-3, la fonction de hachage dernière standardisée par le NIST. Ils ont fait leur fonction de hachage, et pourtant, en s'inspirant d'une bonne fonction de hachage, ils ont quand même réussi à se prendre les pieds dans le tapis et à faire une fonction avec des collisions. Voilà, donc alors, parce que des automobilistes, des équipementiers automobiles, je ne sais pas, il n'y a pas PSA ici, non? Si, zut. Ne sont pas forcément les meilleurs informaticiens, on va dire, d'un point de vue... D'un point de vue informatique un peu théorique, on va dire, ce que je vous ai raconté, d'accord. Là, je ne vous ai pas parlé de développement logiciel, hein, j'ai vraiment parlé de maths et d'info, voilà. Et donc la bonne idée de IOTA, c'était ce dont on parlait à midi, c'est que la manière dont Bitcoin, etc., force une linéarité des événements, des écritures, qui n'a pas lieu d'être parce que dans la vraie vie, les événements sont indépendants. Donc c'est ce que je disais à Charles, je ne sais pas s'il est là. Bon, je vais faire avec...
quand je rentre chez moi et si Elias rentre chez lui, moi je vais ouvrir chez moi avec ma clé, lui ouvrir chez lui avec sa clé. Même s'il y en a un, c'est 6h et l'autre 6h01, il n'y a pas besoin d'écrire que forcément nous mettre dans un certain ordre. Donc c'est quand même en parallèle et indépendant. Et donc les bitcoins, tout ça, forcent à linéariser, sérialiser les événements. Et donc si on enlève complètement les blockchains, l'orgie distribuée, même s'il y avait un seul système informatique mondial, le plus centralisé du monde, qui devait gérer toutes les transactions bancaires de tout le monde, et les mettre les unes après les autres, on voit bien que ça exploserait de tous les côtés. Donc il faut qu'il y ait de la décentralisation, il faut qu'il y ait des événements indépendants. Et donc ce qu'on a envie de faire, c'est ce que j'expliquais, c'est là où la blockchain elle a un seul fil en fait, d'exécution, un seul historique, ça c'est les gens du distribué, c'est pas moi qui l'invente, ce que je vous raconte. Ça serait bien qu'il y ait plusieurs fils comme ça, parce qu'il n'y a pas besoin que ça se cause en fait. De temps en temps, il faut réconcilier un peu. Parce que si, c'est toujours l'exemple, c'est si je vais au restaurant avec Elias, là, à ce moment-là, il faut remettre de la causalité parce qu'il y en a un qui va attendre l'autre, etc. Voilà. Bon. Voilà. Donc, IOTA propose ça. Donc plutôt que d'avoir une seule ligne d'histoire, propose ce qu'ils appellent le DAG, donc un graphe cyclique, un graphe acyclique, un directed acyclic graph, donc un graphe non cyclique orienté, avec un flux comme ça d'événements. On reboucle jamais sur le passé, donc on avance toujours dans le temps, mais de manière parallèle, avec de temps en temps des reconfluences et des divergences en fonction de ce qui se passe. Et donc, ils ont une manière d'un peu certifier tout ça, mais moi, en tant que cryptographe, je dirais qu'il y a des risques localement. Il y a une attaque qui, pendant un jour, dans une sous-partie du monde, met le bazar, même si globalement, le DAG se réintègre. Mais c'est tout ce que je peux dire. Les arguments qu'ils mettent dans leur white paper ne sont pas des arguments que moi je sais lire, parce que c'est plus des arguments d'algorithmique distribuée, probabiliste, pour dire oui, ça va bien se passer en moyenne ou quelque chose comme ça, que des attaques cryptographiques et des analyses d'attaques comme ce qui se fait en cryptographie. Voilà. Donc, le DAG, je pense que ces histoires de bandes passantes vont sûrement être résolues par des méthodes qui viennent de l'algorithmique distribuée et des systèmes distribués où les gens ils savent vraiment de quoi ils parlent quand ils parlent de consensus, de commutativité d'événements, d'indépendance d'événements. Par contre, quand ils parlent de hachage, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, et moi, quand je parle de hachage, je sais de quoi je parle, mais ce que je viens de vous dire, c'est un peu avec les mains, d'accord, voilà. Enfin, sur ces problèmes de consensus, pas l'exposé. Donc IOTA, oui, ils ont beaucoup le vent en poupe, parce qu'ils arrivent à convaincre justement qu'eux, ils peuvent faire... ils ont une très grande bande passante, une très faible latence, parce que justement, ils traitent en parallèle des milliers de fils d'histoire. D'autres questions? Là-bas. Attends, j'amène le... Pour la saisie vidéo, c'est bien d'avoir la question. Ma question, en fait, c'est si on imagine que demain, par exemple, SHA-2, il est cassé, qu'est-ce qu'on fait? Alors, faut basculer sur une nouvelle blockchain, faut... Non. Alors, ils sont quand même relativement capables de faire évoluer les règles. Au pire, il y aura un fork. Il y en a qui vont dire nous, on veut SHA-3, d'autres, ils vont dire nous, on veut Ghost. Par exemple, les Russes, ils vont dire on veut Ghost et les autres vont dire SHA-3. Alors, il faut savoir ce que ça veut dire casser. Il y a trois demandes cryptographiques qui ont fait une fonction de hachage. C'est principale de base. Après, il y a des variantes. C'est impossible de retrouver la préimage, impossible de retrouver une deuxième préimage, impossible de trouver une collision. Et donc la collision est beaucoup plus facile à trouver à cause de ce paradoxe d'anniversaire. Et même des vieilles... Alors, donc, quand on dit qu'elle est cassée, il faut savoir, en fait, sur les trois propriétés, laquelle est cassée. Et en général, les cryptographes, ils se lancent plutôt sur la collision, parce que c'est le plus facile, parce que les deux paramètres sont libres, donc on peut les faire jouer comme on veut. Et pour autant, la deuxième préimage ne sera pas cassée du tout. Donc, il y aura des collisions. Ça se trouve, ces collisions seront complètement non sémantiques, inutilisables dans aucun protocole, donc ça ne fera pas une attaque réelle. Et dans Bitcoin, la propriété que j'ai essayé de vous expliquer, qui est importante pour l'immutabilité de la blockchain, c'est la deuxième préimage. C'est-à-dire, on vous donne une blockchain, ok, vous n'avez peut-être pas confiance, on vous donne un hash, là vous avez peut-être confiance, vous vérifiez tout, vous avez le même hash, donc vous dites oui, c'est la bonne blockchain. Le risque, c'est la deuxième préimage, c'est-à-dire qu'en fait, on vous est refourgué
une mauvaise blockchain, alors que la vraie avait déjà son hash. Donc, ce n'est pas une collision libre. Donc, la propriété d'intégrité et d'immutabilité de la blockchain vient de la propriété de sécurité de la fonction de hachage, qui est la deuxième préimage. Voilà, donc les fonctions de hachage cassées, les MD2, les MD5, SHA-1, elles sont cassées en collision. Elles ne sont pas cassées en deuxième préimage. Et MD5, qui est voilà, qu'il ne faut plus utiliser depuis 15 ans, la deuxième préimage est encore considérée comme infaisable. Alors que c'est une fonction de hachage sur 128 bits, qui est tout petit, et que des collisions, on en fait très facilement. Donc je ne suis pas très inquiet sur la deuxième préimage des fonctions de hachage pour les blockchains. Juste théoriquement, on pourrait utiliser du MD5 pour la blockchain. Ça ne poserait pas de problème au niveau de... Bah, non, mais après, il faut être un peu parano. Il faut se dire, on va quand même prendre l'état de l'art, et voilà, quoi. D'accord. Voilà. Mais oui, après, MD5 n'a pas d'attaque en deuxième préimage. C'est-à-dire, elle devrait coûter 2 puissance 128, et donc le doctorant, là, j'ai demandé, déjà, il n'y a pas grand monde qui fait ça, et l'attaque, elle est à 2 puissance 123, enfin, un truc... voilà. Alors que pour autant, les collisions, on en trouve en une seconde sur son PC. Voilà. Donc, c'est deux problèmes différents. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce que la recherche scientifique continue pour trouver, enfin ces travaux avec orchestrés par le NIST, ça continue pour trouver des nouveaux hash ou c'est terminé pour l'instant parce que c'est pas intéressant d'en trouver d'autres? Si. Il y a des conférences, il y a une sous-discipline de la crypto sur les fonctions de hachage. En fait, chiffrement symétrique et fonctions de hachage, dans la conception des algorithmes, c'est très proche. Donc souvent, on sait que si on a un très bon chiffrement symétrique, on peut le tordre pour faire une fonction de hachage. Donc, dans celle que je vous ai montrée, il y en a plusieurs qui ne sont pas cassées, qui ont dit on va prendre l'AES et on va utiliser d'une certaine manière qu'on va en faire une fonction de hachage. Donc ça, toute la communauté, toute la recherche sur le chiffrement symétrique fait chiffrement symétrique et aussi fonction de hachage. Alors après, c'est sûr qu'une compétition internationale comme celle du NIST booste la recherche, les chercheurs, parce que ça les rend visibles, ils veulent gagner la compétition, etc. Oui, il y a de la recherche, mais à moins haute intensité qu'il y a 15 ans, quand le NIST a lancé sa compétition, quand SHA-1 a été... Alors, elle a été cassée de manière académique, c'est-à-dire que c'est une Chinoise, Wang, qui a décrit un processus qui permettrait de trouver des collisions plus vite que le paradoxe des anniversaires. Voilà. Et ça, c'était 2008, de mémoire. Et la première collision, c'était 2016. 2017, hein. Ouais, si. 2017, en fait. Donc, mais donc, c'est l'étudiant qui l'a fait. Il l'a fait parce que ça l'amusait, mais il a pu publier le papier quand même, mais ça n'a pas été considéré comme un exploit cryptographique. Il a juste mis en œuvre plein de choses déjà racontées, mais jamais réalisées, jusqu'à produire cette collision, qui en plus est assez méchante parce qu'elle est faite vraiment pour tordre du PDF, et donc d'où les collisions que je vous ai montrées. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, quoi. Mais l'ordinateur quantique n'est pas une grosse menace sur les fonctions de hachage, par exemple. Donc la recherche scientifique sur la blockchain, le sujet, c'est pas tellement le hash. Il y a d'autres sujets, parce que tu disais au début, les grands sujets un peu de recherche, que peut-être on va traiter dans notre équipe, là, mais c'est quoi les grands sujets de recherche, là, maintenant, sur la blockchain ou... Les grandes problématiques, je vais dire, c'est la bande passante, la latence, je dirais, et puis la consommation d'énergie. Donc, pour moi, hein, enfin, dans les blockchains permissionless, libertaires, etc. Je ne parle pas des blockchains administrés, de consortiums, etc. Oui, donc il y a ça, c'est-à-dire en fait, ce n'est pas très performant, les blockchains. Enfin, les blockchains permissionless, machin. Il y a les gens qui font de l'hyperledger, tout ça, ça vient qu'hyperledger est beaucoup plus performant. Donc moi, je dirais, donc c'est ça, c'est essentiellement le passage à l'échelle et la performance. Après, on peut rajouter toute la crypto qu'on veut pour savoir si on veut de l'anonymat, pas de l'anonymat, les smart contracts, etc. Moi, mais les fondamentaux, dans le pur et dur, ils ne sont pas très bons, enfin d'un point de vue performance. Alors, cela dit, il y a des mécanismes inter-blockchain. Donc, en fait, c'est possible, notamment Bitcoin et Litecoin, c'est possible de les articuler. C'est-à-dire, c'est possible que deux participants peuvent s'échanger, mettons, un Bitcoin contre 100 Litecoin,
sans passer par une bourse d'échange qui va faire la vente et l'achat. Donc il y a un sous-protocole, ça s'appelle les atomic swap, qui permettent d'exprimer dans les deux blockchains, même s'il y en a une c'est Bitcoin et l'autre Litecoin, qui vont s'échanger un Bitcoin contre ça Litecoin. Et donc ça permet de dire, oula, Bitcoin c'est trop cher, etc. Donc paf, j'achète du Litecoin. La blockchain de Litecoin, il y a un peu moins de monde, les blocs sont produits toutes les minutes, ça va un peu plus vite. Je fais mes affaires sur Litecoin, je vends, voilà, puis au bout d'un moment, je remigre sur Bitcoin. Donc ça, à mon avis, la première fois que j'ai entendu une interopérabilité des blockchains, je me suis dit c'est du délire. Et en fait, non, ça peut résoudre ces problèmes de commutativité. Donc, justement, suivant les besoins, on va exprimer ce qu'on fait sur telle ou telle blockchain, si elles arrivent à être un peu interopérables. Ethereum affiche des informations de Bitcoin dans sa blockchain. Donc, on peut aussi exprimer des événements de Bitcoin sur Ethereum, faire des choses comme ça. Donc, voilà. Donc, je ne sais plus, c'était vous la question? Oui, c'est ça. Donc, je pense que ce problème distribué d'indépendance peut-être pourrait être réalisé par l'indépendance, par l'interopérabilité, mais il faut aussi que la preuve de travail soit derrière. Si je vais sur une blockchain où la preuve de travail est à très faible intensité, donc elle est attaquable et j'ai plus de sécurité. Voilà, donc ça veut dire que s'il doit y avoir 15 blockchains et si elles sont tous à 2 puissance 72, la consommation énergétique va être terrible, quoi. Alors, on sait que sur les blockchains, c'est de plus en plus difficile de miner un bloc tout seul. Du coup, il y a le système de pool qui se crée. J'ai juste une curiosité, c'est comment on répartit les calculs entre les différents participants sans remettre en question la sécurité des hashes, etc. Alors, le minage par pool, donc il y a un responsable de pool qui va donner un espace de recherche. Donc dans l'énonce, il va donner un espace de recherche à chaque participant. Et donc c'est un mécanisme de lissage, hein, c'est ce que font tous les fonds d'investissement. C'est-à-dire que chacun investisse dans son coin, il y en a plein qui investissent et on lisse les revenus. Donc plutôt que d'avoir une chance de gagner tous les 30 ans, de gagner beaucoup, je vais gagner peu, mais tous les mois. Alors donc du coup, plutôt que de miner tout seul, je vais me joindre à plein de gens qui minent. Il y aura une certaine récompense qui sera mise à la découverte du bloc, 12,5 bitcoins, ça fait quand même 120 000, ou je ne sais plus, 150 000 $. Et après, donc chacun va toucher sa quote-part de ça. Et donc la question, c'est de savoir, donc il y en a qui vont miner avec un ordinateur, d'autres qui vont miner avec 1000 dans cette ferme, dans cette pool. Et comment on fait pour savoir qu'il y en a un, on va lui donner 1 millième et l'autre, on va lui donner 999 millièmes, c'est ça la question. D'accord. Alors en fait, on va faire des sous-preuves de travail. C'est-à-dire moi, je vais dire, je prétends que je mine, et donc régulièrement, toutes les secondes, je vais envoyer des blocs avec un certain nombre de zéros au début. Donc si par exemple, sur mon ordinateur, je fais 1 GHz, donc 2 puissance 30, donc essais par seconde, ça veut dire que toutes les secondes, je peux envoyer un bloc, un résultat de minage faux par rapport à la vraie preuve de travail, mais en tout cas qui prouve que je suis capable de faire 2 puissance 30 H par seconde. Voilà, donc le gestionnaire de la ferme de minage, comme ça, donc il récupère à intervalles réguliers des espèces de sous-preuves de travail qui décrivent la puissance de chaque participant. Et ensuite, quand globalement ça gagne, il peut faire la quote-part de chacun. Bonjour. Est-ce que le passage de la proof of work à la proof of stake permet de résoudre certains des problèmes qui... Oui. Alors, c'est ce que disent les gens de la proof of stake. C'est-à-dire que... c'est que... Donc la proof of stake, ça a été introduit par Peercoin. Et l'idée, c'est que plutôt que tout le monde ait la même cible et la même difficulté pour miner, on va mettre un mécanisme qui fait que quand je mine, je vais mettre en jeu des parts que j'ai déjà. Alors, dans Peercoin, ils disent des bitcoins mois, enfin des monnaies mois. C'est-à-dire, si j'ai 1 bitcoin pendant 6 mois, on va compter 6 bitcoins mois. Et quand je veux miner un bloc, je mets dans l'entête, je vais consommer mes 6 bitcoins mois.
Et donc si je gagne, ça va remettre à zéro les mois. Donc j'ai toujours mon Bitcoin, mais j'ai perdu ma capacité de parier. Et donc la probabilité de gagner, plutôt qu'elle soit uniforme pour tout le monde, on va la multiplier par le nombre de Bitcoin mois qu'on va mettre en jeu. Voilà. Donc ce qui fait que les gens, ils ont... Alors, suivant le proof of stake, donc les gens, on va leur donner des chances de miner proportionnelles à leur part dans le système. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Donc, alors après, il y a des tas de variantes, parce qu'on ne sait pas bien ce qu'on veut, on ne sait pas ce que ça veut dire avoir une part dans le système. Donc il y a beaucoup de variantes du proof of stake. Et donc, mais effectivement, si on donne une grande probabilité de gagner, parce qu'on va miser beaucoup en fonction des parts qu'on a, on n'est plus obligé de faire 2 puissance 72, on va faire 2 puissance 30. Et donc ça fait décroître complètement la consommation énergétique, par exemple. Donc ça, c'est un des principaux arguments pour le proof of stake. Voilà. Après, il y a beaucoup de difficultés qui se posent. C'est que, comment je vais expliquer? Le nothing at stake. Donc il y a un problème dans le proof of stake qui s'appelle nothing at stake, qui dit, en fait, bon, j'ai pas le petit dessin, c'est dommage qu'il n'y ait pas un tableau, mais il y a, donc lorsqu'il y a 2 blocs qui sont trouvés, ce que je vous ai expliqué avec la preuve de travail, donc j'ai investi dans une ferme, ça me coûte beaucoup d'électricité, ça m'a coûté beaucoup d'argent d'investir. Je vais me positionner sur un bloc ou sur l'autre. Et la plupart des gens vont faire ça, et le fait que ce soit une probabilité ennemie, ça ne va pas se faire, donc du coup, il y aura une majorité sur un bloc. Voilà. Dans le proof of stake, donc si ça ne me coûte rien de perdre, d'accord, parce que si j'essaye de miner un proof of stake, si ce n'est pas moi qui gagne, ce que j'ai mis en jeu, je ne l'ai pas perdu. D'accord, parce que ça n'a pas été consommé. Donc j'ai toujours mes 6 bitcoins moi. Et donc si ça ne me coûte rien de perdre, s'il y a 2 blocs qui apparaissent, je peux miser sur les 2. Et donc il y a 2 histoires qui peuvent se faire, mais ce n'est pas grave. Quand moi je dois reconfirmer, je peux reconfirmer l'un ou l'autre, vu que de toute façon, si cette branche meurt, ben, j'aurais rien perdu. Alors, dans le proof of work, si cette branche meurt, j'ai perdu toute mon électricité que j'ai mise dedans. Donc le fait que ça devienne facile de miner un proof of stake fait que je peux miner sur les 2 sous-branches qui apparaissent. Et donc ça aurait tendance à moins inciter les gens à se positionner. Et donc du coup, il y a un risque de fork en permanence comme ça, de divergence grande. Et donc la difficulté du proof of stake, c'est de trouver des mécanismes qui vont punir les gens qui misent en même temps sur plein de forks. Et voilà, et c'est compliqué, et c'est pas aussi limpide et clair que la proof of work. Voilà. Voilà. Donc, oui, c'est une potentialité pour résoudre le problème de la consommation, des tas de choses, mais c'est vraiment... Ethereum, ça fait, je sais pas, c'est... je vais pas dire c'est du vaporware, mais ça fait longtemps qu'ils disent qu'ils veulent le faire, le proof of stake, et ils ne le sortent toujours pas. Ils travaillent sur leur algorithme, et ils ne le sortent pas. Il y a une blockchain qui est sortie récemment, comment elle s'appelle ? Qui est basée sur un papier de crypto. Il y a une vraie preuve d'une proof of stake qui marche bien. Je ne sais plus comment elle s'appelle, elle est sortie. Elle est écrite en Haskell, ça vous dit quelque chose? Elle est peut-être là. Ouais, c'est Cardano, voilà. Et là, elle est basée sur un vrai proof of stake. Après, il y a la discussion. Il y a toujours un projet un peu politique derrière les blockchains permissionless. Les blockchains de consortium, bon, ben, ça, c'est des entités qu'on connaît bien, qui existent déjà. Des assurances, PSA, tout ça, on sait quel rôle elles jouent dans la société, et elles vont continuer à jouer le même rôle à travers une blockchain, avec des accords de consortium, etc. Lorsqu'on bascule dans un mode complètement permissionless, dans le proof of stake, en fait, c'est un espèce de système très capitalistique, en fait, où c'est ceux qui ont des parts dans le système qui ont le droit de vote, en fait, de déterminer donc l'état du système. Voilà, et donc c'est aussi un peu politique, autant que la vision de Satoshi Nakamoto au début était un truc complètement pair à pair, etc., démocratique peut-être, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième part du proof of stake, c'est qu'on change de modèle conceptuel. Bien, je crois qu'on va arrêter et puis remercier Daniel